مشاهدينا الكرام مرحبا بكم فيما المغرب من واشنطن on Median TV. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Au cours des dernières semaines, plusieurs événements ont rappelé au monde l'influence de la diplomatie marocaine et son impact croissant sur les affaires européennes, moyen-orientales et africaines. Le 18 mars, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fait un pas fondamental sur la question du Sahara marocain. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, le dirigeant espagnol a considéré l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du conflit dans la région. Ce soutien espagnol au Maroc vient juste après le changement de la position de l'Allemagne, qui s'est exprimé en début d'année en faveur de l'initiative d'autonomie. Quelques jours plus tard, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est joint à ses homologues du Bahreïn, des États-Unis, des Émirats arabes unis et d'Égypte lors d'un sommet organisé par le ministre israélien des Affaires étrangères. Pendant ce temps-là, le président Joe Biden a nommé un de ses plus proches conseillers comme ambassadeur des États-Unis au Maroc, Punit Talwar, qui travaille avec le président Biden depuis plus de 20 ans. Lorsque Joe Biden était sénateur, Punit Talwar était son principal conseiller pour la politique au Moyen-Orient. Et pendant l'ère Obama, il a été responsable de l'Irak, de l'Iran et des pays du Golfe, en tant qu'assistant spécial du vice-président du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Autre poste assuré précédemment, Punit Talwar a été secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires au sein du département d'État américain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de l'importance de ces développements majeurs, de leur impact sur la position du Maroc dans la région, sur la dynamique politique liée aux problèmes les plus importants du royaume et sur les efforts à venir en vue de résoudre le conflit du Sahara et de promouvoir une plus grande coopération régionale. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un expert éminent des affaires africaines, du Moyen-Orient et de la politique américaine, le Dr Robert Satloff, qui est directeur exécutif du Washington Institute, l'un des centres de recherche les plus importants à Washington. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages de référence et d'études sur l'Afrique et le Moyen-Orient, et il assiste régulièrement au Congrès américain pour témoigner lors des audiences de la politique américaine au Moyen-Orient. Dr. Satloff also hosts a weekly news and interview program on the Al Hurra TV channel, which is entitled Dakhil Washington. Le Dr Satloff présente également sur une chaîne américaine une émission politique hebdomadaire intitulée Inside Washington, et il a vécu avec sa famille à Rabat pendant plus de 2 ans, de 2001 à 2003. Bienvenue parmi nous, Monsieur Satloff. Mais avant d'entamer le débat, on commence tout d'abord avec notre chroniqueur George Landry. George, comme je viens de le dire, au cours des dernières semaines, nous avons assisté à d'intenses efforts diplomatiques marqués par la visite en mars de la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman au Maroc et la rencontre en Israël entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, suivi également de la venue au Maroc d'Antony Blinken, sans oublier cette décision historique de l'Espagne en faveur du plan marocain d'autonomie. Alors, quel regard portez-vous sur tous ces développements qu'on peut qualifier de majeurs et quelles sont leurs implications pour la vision américaine et européenne du Maroc ? Eh bien, je pense que le Maroc est largement considéré comme un leader international important avec une influence croissante dans les affaires internationales, non seulement en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe où son influence s'est étendue. Il est communément admis que le Maroc entretient des relations étroites et de longue date avec les États-Unis, des relations qui précèdent l'indépendance des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord. Les développements récents prouvent que ces relations ne sont pas seulement un fait historique, mais aussi et surtout une réalité concrète et actuelle. Les dirigeants marocains ont démontré leur capacité à se faire une place à la table des négociations lorsque les enjeux mondiaux délicats
délicats sont discutés. Je trouve intéressant que le Maroc ait pris le devant de la scène à un moment où le monde a commencé à se concentrer sur la guerre en Ukraine, la souffrance humaine, la destruction et l'escalade qui ont plongé le monde dans un état de tension. À la lumière de tout cela, il est clair que le Maroc a fait l'objet d'un grand intérêt et d'éloges de la part des dirigeants mondiaux, ce qui constitue une preuve solide de l'importance et de l'influence du Maroc en tant que partenaire fiable dans les affaires internationales et dans la construction d'un avenir sûr, stable et de manière durable. Merci George pour ces précisions. Permettez-moi maintenant de donner la parole à notre invité, le Dr Robert Satloff. Soyez le bienvenu parmi nous, Monsieur Satloff. Alors commençons par l'Espagne. La position exprimée par Madrid le vendredi 18 mars 2022 en faveur du plan marocain d'autonomie constitue un événement majeur, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, l'Espagne a toujours adopté une position neutre envers la question du Sahara pour éviter de contrarier l'Algérie, d'où elle importe une grande partie de son gaz. En annonçant que le plan d'autonomie marocain est la base la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste pour la résolution du conflit, l'Espagne est allée bien au-delà des déclarations de ses partenaires européens que sont l'Allemagne et la France, qui ont annoncé que le plan d'autonomie est une base sérieuse et crédible pour résoudre le conflit du Sahara. Vous savez bien que chez les diplomates, le choix des mots n'est pas fortuit, il revêt la plus haute importance. Madrid a utilisé l'article défini « la base », suivi du superlatif « la plus sérieuse ». Alors, quel est votre sentiment? Tout d'abord, je vous remercie, Adam, de m'avoir accueilli, car cette formule de définition place le plan d'autonomie proposé par le Maroc en tête de liste pour être un axe de la diplomatie internationale dans le but de résoudre le conflit du Sahara et non pas seulement un plan parmi d'autres. Je pense que cela ajoute du poids à ce qu'a dit l'Espagne, qui avait des liens particuliers avec le Sahara et cette question en général. Le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie est alors une question très importante. Une question se pose ici sur les raisons pour lesquelles le Premier ministre Pedro Sánchez a pris cette décision qui lui cause de nombreux problèmes avec ses partenaires de la coalition gouvernementale qui, selon des informations, disent qu'il ne les a pas consultés à ce sujet. Cette décision lui a causé aussi des problèmes avec l'Algérie qui entretient des relations solides et de longue date avec l'Espagne. Alors selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la vision de Pedro Sánchez par rapport à cette décision? Écoutez, je ne peux pas dire que je connais les secrets des affaires du gouvernement espagnol. Mais je suppose que les avantages avec le Maroc sont plus précieux pour l'Espagne aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, les relations espagnoles avec l'Algérie dans le domaine de l'énergie sont des relations très importantes, surtout à l'heure actuelle où le gaz algérien est une denrée très importante sur le marché européen. Dès lors, il faut supposer que le Premier ministre espagnol considère le retour à des relations normales avec le Royaume du Maroc plus important que ce que certains considèrent comme un risque pris vis-à-vis de l'Algérie en matière énergétique et qu'il estime que l'établissement de relations étroites avec le Royaume du Maroc transcende toutes ces autres questions. Vous avez mentionné ici un point important qui est lié au gaz algérien dont la demande a considérablement augmenté car les Européens cherchent une alternative au gaz russe. And Algeria is, in the coming weeks and months, is going to come under increasing pressure from Europe. Dans les mois à venir, l'Algérie devra faire face à une pression croissante de la part de l'Europe et des États-Unis pour approvisionner l'Europe en gaz à la place de la Russie. Pensez-vous que la décision de l'Espagne de soutenir le plan d'autonomie proposé par le Maroc constituera un obstacle à ces efforts? Écoutez, je pense que l'histoire de l'Algérie en matière de fourniture de gaz à l'Europe indique qu'elle est indépendante de la politique régionale ou internationale, car les Algériens traitent généralement cela
en fonction des forces du marché. De ce fait, je pense que le gouvernement espagnol a conclu que tant que le gaz sera là, il circulera. En fait, il existe d'autres intérêts importants de l'Espagne avec le Maroc et il est donc temps d'annoncer une telle décision sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Eh bien, permettez-moi maintenant de parler de l'Algérie, qui a réagi à ces développements en condamnant ce qu'elle a décrit comme une volte-face, la nouvelle position de l'Espagne en faveur du plan marocain. Alger qui a décidé le rappel avec effet immédiat de son ambassadeur à Madrid. Alors, à votre avis, quelles sont les conséquences de cette décision historique pour les relations hispano-algériennes et sur les futurs pourparlers sur le Sahara? Pensez-vous, par exemple, que d'autres pays européens suivront l'exemple d'Espagne? So as to the second question, I think it's going to be very important for European countries. Quant à votre deuxième question, je pense qu'il serait important à Adon que les pays européens plus éloignés du conflit du Sahara voient ce que l'Espagne a fait et qu'en prenant cette décision, cela facilite la tâche à d'autres pays européens pour suivre son modèle. Maintenant que l'Espagne et l'Allemagne ont adopté des positions similaires, les petits pays d'Europe trouveront plus facile de suivre l'exemple de l'Espagne et je pense qu'avec le temps, les Algériens se trouveront obligés de rééquilibrer leurs relations et de se préparer à cette réalité évidente du plan d'autonomie et qui est de plus en plus acceptée. Il est aussi possible que la rupture de l'Algérie avec l'Espagne ne durera pas longtemps quand Alger se rendra compte qu'il existe un consensus mondial sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Les Algériens n'en supporteront pas les conséquences, n'est-ce pas? Il est peu probable car les Algériens envisagent le soutien des pays européens et par conséquent, les Algériens ne pourront pas supporter un boycott à long terme. Bien, nous allons faire une courte pause avant d'aborder d'autres aspects de la diplomatie marocaine dans la région et notamment la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc, M. Poudit Talwar, qui est une personnalité politique américaine de premier plan. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Avant la pause, nous parlions avec Robert Satloff, l'un des principaux experts des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique, des développements récents au Maroc et au Moyen-Orient. Alors Robert, si vous permettez, nous allons maintenant évoquer le sommet du Negev. Je suis sûr que vous avez suivi de près ce forum organisé par le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid dans le désert du Negev en Israël et auquel ont participé les ministres des Affaires étrangères du Maroc, des États-Unis, des Émirats arabes unis, du Bahreïn et de l'Égypte. Two questions for you. Number one, what do you see as the significance of this meeting? Alors à ce sujet, je vous poserai deux questions. D'abord, quelle importance devons-nous accorder à ce sommet? Et ensuite, qu'en est-il ressorti concrètement? So I think this is a very important meeting. I mean, this is the visible manifestation of bringing. Je pense qu'il s'agit d'un sommet très important. Ce sommet a rassemblé ce que j'appellerais la première génération de pacificateurs en mémoire des accords de Camp David. L'Égypte, en plus des pacificateurs les plus récents qui sont les signataires des accords d'Abraham, The Abraham Accord states of the Emirates and Bahrain, Morocco, which had its own. à savoir les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, qui ont signé leurs propres accords avec Israël. The commitment to deepening this new set of peace relationships. Il s'agit d'une démonstration claire d'un engagement à approfondir les relations de paix. De plus, le fait que le sommet ait eu lieu dans un petit village du désert du Negev nommé Sde Boker, peu connu au Moyen-Orient ni au Maroc, le village où se trouve la tombe de David Ben Gourion, l'ancien premier ministre israélien et le fondateur de l'État hébreu. Je crois que le sommet du Negev sert de confirmation supplémentaire contre toute hésitation concernant la légitimité de l'État d'Israël. Non pas parce qu'il est devenu une réalité, mais parce que c'est un État légitime qui a le droit d'exister au Moyen-Orient. State in the Middle East. And you get countries as far away as Morocco and as close as Egypt. Quand un pays de l'extrême ouest du monde arabe, comme le Maroc, se trouve dans un sommet dans le Negev avec un pays voisin qui est l'Égypte, il s'agit là d'une démonstration forte,
puisqu'ils ont parlé des politiques actuelles, surtout du défi que la présence des États-Unis au Moyen-Orient et de ce que ces pays peuvent faire pour restaurer une forme de leadership, pour faire face aux opérations déstabilisatrices menées par l'Iran et à ce que font les bras armés de Téhéran à travers le Moyen-Orient. Je pense que c'est un point majeur à l'ordre du jour de ce sommet. À propos du leadership américain, de nombreux observateurs notent que justement, jusqu'à récemment, les États-Unis étaient la locomotive du processus de paix au Proche-Orient. Et les accords d'Abraham en sont la preuve. En revanche, lors du sommet du Negev, on a eu l'impression que les États-Unis étaient sur la touche. Les organisateurs du sommet ont annoncé la participation des États-Unis au dernier moment et Israël a été la locomotive de ce sommet. On peut y voir une meilleure capacité des Arabes et d'Israël à avancer par eux-mêmes. Et est-ce en cela annonciateur d'une diminution du rôle des Américains dans la région? Look, it is absolutely true that today Israel has terrific relations with. Sans aucun doute, la vérité est qu'Israël entretient aujourd'hui de merveilleuses relations avec Rabat, Abu Dhabi et Bahreïn, et de bien meilleures relations avec le Caire et Amman qu'auparavant. Ceci est un ajout positif qui mérite d'être salué. Mais ce groupe a besoin d'un leader et tout le monde se rend compte que ce leader ne sera pas à Jérusalem ni dans aucune autre capitale. C'est ainsi que ces pays veulent que les États-Unis participent, ce qui est une dynamique impressionnante. En fait, tout le monde veut un rôle américain plus actif et la question maintenant est la suivante. Serons-nous capables d'être à la hauteur de ce à quoi tout le monde dans la région aspire et espère réaliser? Venons-en maintenant aux relations maroco-américaines. Le président Biden, comme je l'ai dit en début d'épisode, a nommé M. Punit Talwar ambassadeur des États-Unis au Maroc. Nous connaissons tous les deux Punit Talwar, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine et qui est très proche du président Joe Biden. Alors, que signifie cette nomination pour l'engagement du président Biden dans nos relations avec le Maroc? Et quel sera l'apport de quelqu'un comme l'ambassadeur Talwar dans ces relations? Écoutez, je pense que c'est une question très importante. Si vous regardez tous les ambassadeurs nommés récemment par l'administration Biden à travers le Moyen-Orient, vous constaterez qu'il n'y a que 2 pays dans lesquels l'administration américaine a nommé ce que l'on peut qualifier d'ambassadeurs avec un background politique et non ceux qui ont gravi les échelons au sein du département d'État américain, et ce sont alors des diplomates distingués. Les ambassadeurs avec un background politique représentent une relation étroite particulière avec le président Biden. Les 2 pays à disposer de tels ambassadeurs sont Israël et le Maroc. Ainsi, de tous les pays du Moyen-Orient, ce genre d'ambassadeur a été nommé uniquement pour Israël et pour le Maroc, ce qui reflète l'attachement particulier du président Biden envers ces 2 pays. Ça montre également que le président Biden et son administration veulent établir des relations plus profondes avec le Maroc. Bon, si vous devez donner des conseils à Punit Talwar, surtout que vous lui parlerez certainement avant son départ sur Rabat, selon vous, sur quels aspects doit-il se concentrer en priorité et sur quoi doit-il porter son attention? I'm very bullish on Morocco's unique position to be a value-added player for our common interests. Écoutez, je suis un fervent partisan de l'idée de la position unique du Maroc en tant qu'acteur primordial et important pour les intérêts communs au Moyen-Orient et en Afrique, et en tant que lien entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Je crois que le Maroc est particulièrement bien placé pour jouer ce rôle d'avant-garde. Le royaume jouit d'un rôle exceptionnel dans le monde islamique en termes de formation des imams, et ce, dans le cadre d'un islam modéré et tolérant. Je pense également que le Maroc est dans une position unique pour jouer tous ces rôles. Par conséquent, j'exhorte l'ambassadeur Punit à travailler pour bâtir sur ses intérêts communs avec le Maroc. Et je crois que ce que le Maroc et Israël construisent est quelque chose de spécial et ouvre toutes les portes aux États-Unis à travers le royaume dans la région tout entière.
Ce que M. Punit Talwar doit noter, c'est que nous traversons une période d'énormes convergences et d'énormes changements. Et j'aimerais donc voir les États-Unis travailler avec nos partenaires au Maroc pour mettre fermement l'accent sur le besoin de stabilité régionale. Je pense que le Maroc joue en fait un rôle important pour aider à assurer la stabilité, mais nous ne devons pas tenir cela comme acquis, car il y a des régions dans le monde que nous ne souhaitons pas voir devenir instables comme l'Afrique du Nord-Ouest, et nous comptons sur le Maroc pour jouer un rôle essentiel afin d'assurer que cette région ne devienne pas un problème régional pour la politique américaine. To your point about Punit being a political appointee as opposed to a career diplomat. Vous avez souligné le profil politique de cet ambassadeur qui n'est pas un diplomate classique et le fait que le Maroc a toujours eu des ambassadeurs avec une grande expérience politique en raison des relations particulières qui lient nos deux pays. Cependant, la plupart des ambassadeurs américains qui ont été en poste à Rabat venaient du secteur privé, tandis que Punit Talwar a eu une carrière d'universitaire. Il a travaillé exclusivement pour le gouvernement, le Congrès et des institutions américaines publiques. Nous savons tous que la stimulation des IDE, les investissements directs étrangers et des relations commerciales est l'une des grandes priorités du Maroc dans nos relations bilatérales. Alors, quelle est la contribution d'un ambassadeur sur ces questions? Et que peut faire quelqu'un comme Punit Talwar pour pallier son manque d'expérience dans ce domaine et parvenir à attirer des acteurs économiques américains au Maroc? Well, I think it's a very important observation you made, because unlike the other ambassadors who've been political appointees, Punit brings foreign policy. Je pense que vous avez abordé un point très important, Adam, car contrairement à d'autres ambassadeurs qui ont été nommés politiquement, Punit apporte avec lui une expertise en politique étrangère et des contacts professionnels à Washington. C'est très important de mon point de vue. Monsieur Punit sait comment fonctionne le système américain aujourd'hui et il pourra utiliser les mécanismes du gouvernement américain, que ce soit au sein du département d'État, du Trésor, du commerce ou de la défense des États-Unis, car il sait parfaitement comment fonctionne ce système, puisqu'il le dirigeait lorsqu'il était un membre au sein du Conseil de sécurité nationale, chose qui représente un important et énorme avantage pour l'ambassadeur américain à Rabat, en termes de capacité à faire venir les grandes entreprises américaines et à faire le lien entre les PDG américains avec leurs homologues à Rabat. Cela doit vraiment bien fonctionner. De même, sa capacité à faire évoluer efficacement le système américain est inestimable. Cela devrait être un énorme avantage que l'ambassadeur Punit peut faire valoir quant à son action au Maroc. Nous arrivons au terme de cette discussion. Je pense que ces derniers jours ont été marquants dans l'histoire de la diplomatie dans la région et pour l'avenir du Royaume du Maroc. Nous avons assisté à des visites américaines de haut niveau au Maroc. Nous avons également vu des pays européens reconnaître le rôle central du Maroc. Ce sont des développements historiques importants et je pense que dans les années à venir, il en ressortira des résultats positifs et concrets. Je tiens à remercier notre invité, le Dr Robert Satelloff. Merci également à notre chroniqueur George Landritz. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine.